Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve ce soir pour une émission très spéciale, mais on va y revenir. Juste avant ça, générique. On se retrouve donc pour une nouvelle émission d'Odyssée, l'épisode 7 de notre saison 4. Avec moi ce soir, une émission spéciale certes, mais toujours avec mon cher Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Simon. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi Simon ? Ça va très bien. Nous sommes dans une émission spéciale comme on le disait parce qu'on parle très souvent de métiers hors de ceux de l'astronaute notamment. Et aujourd'hui, pour une fois, et on en est très heureux et très fiers, on a avec nous Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François. Bonjour Simon. Comment vas-tu ? Super. Merci beaucoup de nous accueillir ici au siège de Novespace, au sein du siège du CNES. Pour commencer, on voulait donc te remercier, comme on l'a dit, d'être avec nous ce soir et te demander de nous raconter, s'il te plaît, quelques petites anecdotes de ta mission, ta troisième mission spatiale au sein de l'agence américaine avec la navette spatiale américaine pour aller réparer le satellite Hubble. Moi, j'avais une première question. Ce serait... Comment tu as vécu l'approche de Hubble ? Comment ça se passe quand on est dans un vaisseau et qu'on approche un satellite qui fait quand même, je crois, à peu près 13 mètres de long et entre 2 et 4 mètres de diamètre, qui est en orbite à 600 km de la Terre ? Quel est le sentiment que tu as quand tu aperçois cet objet spatial ? Alors c'est bien Simon que tu fasses allusion à la taille du télescope spatial Hubble parce que à l'approche, on était à une centaine de mètres quand le commandant de bord s'est exclamé « Waouh, qu'est-ce que c'est gros !» comme satellite. Parce que dans ses missions précédentes, et c'était là son 6e vol, il avait largué ou récupéré des satellites qui étaient plus petits. Mais moi, je lui dis, mon vol précédent, je suis allé vers Mir avec la navette. Et Mir était beaucoup plus grande, la station Mir soviétique et puis russe, que le télescope spatial Hubble. Mais ce qu'il y a de magnifique avec un engin qui a des grands panneaux solaires, c'était le cas de Mir, mais c'est le cas de Hubble, c'est que dans certaines orientations par rapport au Soleil, ça fait penser à un insecte en or. Selon l'orientation, le côté que vous voyez des panneaux solaires, la couleur peut être dorée, lumineuse, brillante, et vous avez l'impression de voir un objet qui vit et qui brille par contraste sur le noir profond, vide, apparent, à l'infini de l'univers. Parce que le télescope, Hubble, dans le cas de cette mission et que dans celle-là, il n'avait plus de contrôle d'orientation, qui rendait relativement simple l'approche et la capture. On m'avait dit avant l'émission, tu trouveras le télescope en rotation lente, grossière, autour d'un axe pointé grossièrement vers le Soleil. On ne sait pas te dire s'il sera à l'endroit, à l'envers, donc à toi de voir. Voilà. Donc on s'approche, le télescope tourne effectivement tout doucement sur lui-même, et le pilote, commandant de bord, c'est le commandant de bord qui est aux commandes de la navette sur le cockpit arrière, il s'approche et il doit m'amener suffisamment proche du télescope pour que le bras robotique, qui fait 15 mètres de long, soit capable de le toucher. Il faut que le télescope soit à portée du bras robotique que j'avais la charge de piloter. Et puis, à un moment donné, je lui dis, je le sens, je peux le prendre. Mais il s'était donné, il était obsédé à l'idée, il voulait me rendre la tâche la plus facile possible en immobilisant parfaitement la navette par rapport au télescope. Or, en pratique, c'est impossible. Parce que la navette spatiale, elle a des petits moteurs qui permettent de donner une petite impulsion vers l'avant, vers l'arrière, mais c'est un montant de force fini, on ne peut pas le diminuer. Donc à un moment donné, le télescope se rapproche un peu, donc il donne une impulsion pour augmenter un peu notre vitesse d'éloignement, pour essayer de matcher, comme on dit en français, c'est-à-dire en anglais, c'est-à-dire épouser la même vitesse que le télescope. Mais là, on s'éloigne trop, donc il repousse un peu, il n'arrivait pas à l'arrêter. Alors maintenant je dis, bon écoute, ça va, tu me le laisses. Et là, je suis entré dans mon mode, une sorte de transe en fait, parce que je fais corps avec le bras robotique. J'ai les mains sur les 2 manches de pilotage, je contrôle 6 degrés de liberté simultanément, donc j'explique ce que c'est, c'est-à-dire 6 mouvements possibles différents. En translation, il y a haut, bas, droite, gauche, avant, arrière, et le manche de droite de rotation me permet de faire des mouvements de cabré vers le haut, vers le bas, ou de rotation de gauche à droite, ou de rotation
autour de l'œil de visée, ce qu'on appelle le roulis en aviation. Et donc, je rentre dans ce mode mental où le bras robotique devient comme une extension de mon propre corps. Je ne réfléchis pas. Je fais ce qu'il faut pour amener l'extrémité du bras robotique alignée avec le point d'accrochage du télescope en épousant le mouvement de rotation et de translation du télescope qui dérive légèrement en translation et en rotation. Je fais ce qu'on appelle de la patrouille serrée, comme la patrouille de France. Sauf que là, c'est le bras robotique et le télescope. Et au fur et à mesure que j'épose le mouvement, je m'approche en douceur et je le capture. Et j'annonce Houston Discovery, we have capture. C'est beau. Est-ce que du coup, tu l'as très bien dit, tu ne faisais qu'un avec le bras robotique pour que tout soit parfait. Mais qu'est-ce que tu as ressenti d'une part avant de prendre les manettes? Est-ce que tu étais en confiance? Est-ce qu'il y a une montée de stress? Et est-ce que tu peux rappeler un petit peu aux gens qui nous écoutent les enjeux qu'il y avait derrière cette mission, les risques possibles pour le télescope Hubble? Alors, je vais donner comme première réponse une réponse un peu frustrante qui me rappelle celle que Neil Armstrong donnait souvent à ceux qui lui disaient « Alors, c'était comment sur la Lune ?» Je faisais juste mon travail. C'est-à-dire, quand on arrive à ce stade, ça fait des mois qu'on en a mangé des simulations, qu'on en a mangé des cas de panne et des difficultés avec le bras qui a des pannes, ou parfois le bras robotique ne répond plus aux manches. Il faut sélectionner un par un les articulations. Il y a 6 articulations. 2 des épaules, comme l'épaule humaine, l'épaule vous permet de monter et descendre le bras et de le faire aller à droite et à gauche, comme le bras robotique. Le coude, c'est juste une seule articulation. On ouvre ou on ferme l'articulation du coude. Et le poignet, il peut faire les 3 autres rotations. Et quand on ne peut pas piloter avec le manche, il faut sélectionner les joints un par un. Je sélectionne le coude, je le monte d'un degré, puis après, il faut que je choisisse la bonne articulation suivante dans le bon ordre pour globalement faire que le bras va finir par capturer le télescope. Et donc, il n'y a plus de place à ce moment-là pour avoir un peu d'appréhension, de peur, parce que la confiance, on l'a acquise dans le simulateur grâce à 2 choses. Le simulateur est à très haute fidélité. C'est-à-dire que quand vous êtes en vrai dans l'espace, c'est très facile de vous mettre dans un câblage mental identique à celui du simulateur. Et c'est d'ailleurs ce que je disais aux nouveaux quand ils volaient dans l'espace et que les anciens me disaient, si tu paniques un peu trop, tu sens que tu vas paniquer, t'as qu'à te dire que c'est juste une simulation de plus, sauf que ce sera plus facile parce qu'il n'y aura pas toutes les pannes que les instructeurs injectent dans le simulateur. Et puis dans le simulateur, si tu veux être performant, dis-toi que ta vie est en jeu, la mission est en jeu et que t'es dans la réalité. Et c'est comme ça que pendant l'entraînement, je me mettais mentalement dans la réalité et en vol, j'avais même pas à le faire, je me sentais dans mon élément. Je faisais ce pourquoi j'avais l'impression d'avoir été conçu, fabriqué, entraîné, j'étais fait pour ça. Donc si demain je t'explique comment on pilote le bras, je te mets dans le simulateur et je te dis si tu rates, eh bien tu vas être banni pendant des années. Tu paniques. C'est un peu comme dans tous les jeux publics où les gens veulent pas perdre la face, quoi. Mais nous, pourtant, je suis observé par les 6 autres. Et nous sommes observés par le centre de contrôle qui reçoit toutes les données de la navette. Mais dans mon esprit, à ce moment-là, je dis même au commandant de bord, écoute, je me le sens là, il n'y a pas de souci. Et je le fais, mais j'ai l'impression que c'était naturel pour moi. Et d'ailleurs, je ne me connais pas suffisamment, c'est les personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, on t'a mis dans cette mission parce qu'on savait que tu avais un câblage mental fait pour ce type de tâche. C'était pas à mon tour de voler, normalement. J'aurais dû voler qu'1 an plus tard. Et là, on m'a dit, écoute, le télescope vient de perdre trop de gyroscope. On a besoin de démarrer un entraînement maintenant qui fait que 6 mois au lieu des 1 an classique minimum pour un vol en navette spatiale. On veut quelqu'un qui soit capable de prendre le pilotage du bras robotique instantanément sans refaire de rafraîchissement. Et c'est un truc, moi, qui me va bien. Voilà. Donc, je suis pas le meilleur, je suis bon à ça, comme je suis nul à autre chose, quoi. Donc, alors, effectivement, lorsqu'on a la capture, c'est tout l'enjeu de la mission qui est rassuré. Parce que si je ne réussissais pas à capturer le télescope, on est allé dans l'espace pour rien. C'est arrivé dans le passé que des missions aient raté la station spatiale. Pas internationale, c'était des missions des stations soviétiques auparavant. Ils reviennent au sol, bredouille.
Alors, c'est pas forcément leur faute, ça peut être une panne du système, un problème de navigation téléchargé par le sol. Mais en gros, quand vous êtes astronaute, vous pouvez, le moment où j'ai eu peut-être la montée d'appréhension et peut-être de peur la plus forte, c'est quand j'ai été affecté pour la première fois à mon premier vol spatial. Parce que quand vous êtes sélectionné astronaute, vous êtes super heureux, mais vous connaissez rien vraiment du job encore. Vous êtes excité, chouette, on m'a choisi, ça veut dire que j'ai eu la chance d'avoir été dans les meilleurs pour ces critères-là. Parce que les astronautes ne sont pas des super-héros, ce ne sont pas les meilleurs êtres humains du monde. On est juste bon pour le job. Voilà. Mais je dirais, c'est pas très fort. Par contre, le jour où vous êtes convoqué dans le bureau des astronautes qui vous dit voilà, tu peux venir voir dans mon bureau, il dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Il dit voilà, je vais annoncer dans 3 jours l'équipage de telle mission et j'ai envie de te mettre dedans. Waouh! Là, on a un pied dedans, en vrai. Là, on sait qu'on va le faire. Et là, tout de suite, c'est là toute la réalité d'une excorporation de la planète avec votre corps va se réaliser pour de bon, pour de vrai, dans des conditions extrêmes de débauche d'énergie au lancement, où on dépense des dizaines de gigawatts de puissance mécanique, on va être soumis, on va aller dans le vide, et on va avoir 1000 interrupteurs à gérer dans le cockpit. Waouh, là, ça vient. Là, je pense que j'ai été plus... C'est là que ça m'a plus empêché de dormir, je dirais, que la veille du décollage. Par contre, je reconnais que le jour du décollage, je suis super heureux et excité au sens de quelqu'un qui est envahi par le bonheur de vivre une expérience extraordinaire. Mais au premier degré, je suis concentré parce que c'est mon job et j'ai pas droit à l'erreur. Excusez-moi pour la réponse un peu longue. Non, c'est parfait. En plus, tu m'offres une très belle transition. Tu as parlé du décollage. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette mission aussi, c'est la rentrée atmosphérique. Parce que le satellite, le télescope spatial Hubble étant situé environ à 600 km d'altitude, il est beaucoup plus haut que la plupart des missions qu'on fait en orbite terrestre. Et donc, lors de ta rentrée atmosphérique, tu n'as pas atteint la vitesse de Mach 25, mais la vitesse de Mach 26, ce qui est très rare dans le domaine des astronautes. Est-ce que, selon toi, même si c'est une différence qui est assez légère au vu du niveau de vitesse que vous atteignez quand vous rentrez dans l'atmosphère et que donc vous freinez via le bouclier de la navette, est-ce que tu as quand même trouvé des différences notables sur tes précédentes rentrées atmosphériques, donc tes 2 premières missions, et celle-ci en revenant de Hubble? Je dirais pour la rentrée atmosphérique, comme les références visuelles sont toujours très éloignées, on ne perçoit pas la différence lors de la rentrée. Parce que la sensation de vitesse, dans notre vie de tous les jours, elle est liée à 2 facteurs. Le bruit. Si vous entendez un moteur qui vrombit très fortement, ça peut vous donner l'impression qu'on va vite, alors que si vous êtes en première, non. Mais ça contribue à l'impression de vitesse. Et le paysage qui défile. Si vous êtes dans une voiture baquée, assis à peine à 50 cm du sol, et vous regardez par la fenêtre, le macadam, il est à peine à moins d'1 mètre, vous avez l'impression d'aller beaucoup plus vite que si à la même vitesse, vous êtes en haut d'un 4x4, par exemple. Par contre, le fait d'être très haut, et là-dessus, ta question est intéressante. Quand on est à 600 km, ou même plus, on a atteint 610 ou quelque chose, on a une des 3 plus hautes altitudes des vols habités dans l'histoire des vols habités spatiaux, à part ceux qui sont allés vers la Lune. La courbure de la Terre est encore plus prononcée, elle est très très nette déjà à 300 km, mon premier vol. Encore plus à 400 et encore plus à 600. Mais à 600 km, je peux voir les États-Unis d'un seul coup, au même moment, d'un seul coup d'œil. Alors, je ne les vois pas dans mon champ de vue parce qu'ils sont à l'extrême droite et gauche, mais je peux voir la Californie et un bout de Pacifique. Au même moment, je bascule la tête pour regarder de l'autre côté et je vois la côte est des États-Unis. C'était impossible dans mes 2 premières missions. Et d'ailleurs, Scott Parazinski, avec qui j'avais fait un vol, mon premier vol, on était à l'altitude la plus basse en vol habité, 300 km. Il n'y a pas de vol sur plusieurs jours qui se maintiennent à cette altitude. Pourquoi ? Parce qu'on voulait analyser l'atmosphère en étant le plus près possible. 300 km. Et lui, avant mon vol vers Hubble, il a fait un vol à presque 600 km d'altitude. Et je lui ai dit, est-ce qu'il vaut mieux choisir une orbite basse, donc on voit l'horizon est moins loin, il est à 2300 km, alors qu'avec Hubble, il est à 2800 km. Mais cette différence de 500 km
de distance entre notre œil et l'horizon, c'est à l'horizon et c'est tangentiel. Donc on ne voit pas de détails aussi loin. On voit très bien les détails en dessous, à quelques degrés près de la verticale. Et donc être bas, vous voyez peut-être plus de détails, mais la Terre, elle est proche de nous. Mais par contre, ça vous permet d'être sur une orbite très inclinée par rapport au plan de l'équateur. Et quand vous êtes sur une orbite qui se rapproche des pôles, combinée avec la rotation de la Terre, vous survolez la verticale d'une grande partie de la surface de la Terre. Mais si vous êtes à 600 et quelques kilomètres, en survolant plus ou moins que le nord et le sud de l'équateur, parce qu'on lance plein est depuis Cap Canaveral, donc notre mission est plus ou moins équatoriale pendant tout le vol. On voit que de la Terre, des océans, on voit l'Afrique, l'Amérique centrale et des océans, en gros. Voilà. Donc c'est très différent de mon premier vol. Mais on voit la Terre plus ramassée et elle est un peu plus petite. Et Scott me disait, je préfère être très haut, quitte à manquer l'occasion de voir beaucoup de la surface de Terre en verticale. Et j'en étais pas convaincu. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est mieux de voir la plus grande diversité possible. Et à ce jour, je vous dirais que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, si tu me donnes le choix entre forte inclinaison, basse altitude ou faible inclinaison, je rappelle, l'inclinaison, c'est l'angle entre le plan de notre orbite et l'équateur. Inclinaison 0, ça veut dire qu'on est à la verticale de l'équateur tout le temps. Inclinaison 90 degrés, ça voudrait dire qu'on passe, notre orbite, elle survole les pôles. Ce qui n'est jamais arrivé en vol habité parce que c'est trop radiatif pour le corps humain. Mais je pense que je choisirais la forte inclinaison parce que mon fantasme d'astronaute, surtout après mon premier vol, c'est d'apprendre la Terre par cœur. Moi, j'ai des amis russes qui ont volé plusieurs fois 6 mois dans l'espace. Ils connaissent la Terre par cœur. Vous leur montrez n'importe quelle photo de n'importe quel endroit sur Terre, un estuaire, un atoll, une ville, alors pas le petit village de 3 maisons, mais de toute façon, on est tellement haut qu'il y a forcément dans votre champ de vue des lignes de contraste, des lignes côtières ou des fleuves. Et donc, il vous repère où vous êtes. Et il vous donne le nom de chaque endroit et où ça se trouve et dans quel pays. Il connaît la Terre par cœur visuellement. Mais pour ça, il faut être sur une orbite inclinée par rapport au plan de l'équateur. Donc, si vous me donnez le choix, vous, Thomas et Simon, je préfère retourner dans l'espace sur une orbite à haute inclinaison. Mais si elle peut être à la fois à haute inclinaison et haute altitude, je dis pas non. Mais la navette spatiale, c'était l'un ou l'autre. Parce que quand on lance plein est depuis la Floride, elle bénéficie du maximum d'énergie d'effet de fronde de rotation de la Terre. C'est ce qui lui permet d'aller très haut. Mais si on veut tutoyer les pôles, on ne bénéficie pas de la rotation de la Terre autant. Et donc, on ne peut pas aller à 600 et quelques kilomètres. C'est d'ailleurs pour ça que Hubble a été mis sur cette orbite. Et comme tu le disais, de toute façon, atteindre les pôles, d'un point de vue radiation, c'est très compliqué parce que le bouclier de la Terre ne protège que beaucoup moins les astronautes c'est au là niveau des que pôles. le champ magnétique terrestre rassemble, recueille et agglomère toutes les particules ionisées à haute énergie. Pour des questions de survie, on n'a pas envie de se trouver à cet endroit-là de l'orbite. Moi, pour terminer cette première partie, j'aurais une dernière question qui peut paraître un peu bête, mais quand j'en ai appris sur ton parcours et notamment sur cette mission, je me la suis posée. Toi, tu as donc capturé le satellite Hubble pour cette 3e réparation, mais tu as aussi permis à tes collègues astronautes de faire ce qu'on appelle des sorties extravéhiculaires, où ils étaient donc accrochés au bout du bras et tu les emmenais où ils avaient besoin de venir faire des réparations, agir en tout cas sur le satellite Hubble. Est-ce que dans ta carrière, tu n'as jamais eu l'envie d'inverser les rôles, d'être à leur place? Alors en fait, j'étais responsable des sorties dans l'espace lors de mon 2e vol. Donc j'étais le EVE-1, c'est-à-dire le chef de sortie, pour ce qu'on appelait les contingency EVA. EVA, c'est l'acronyme classique pour extravéhiculaire activité, donc c'est sortie dans l'espace en scaphandre. Donc pour mon 2e vol, j'étais entraîné en chambre à vide dans mon scaphandre, celui qui était ajusté à ma taille, avec les 2 bandes rouges pour le chef de l'équipe des 2 qui sortent, entraîné à fermer à la main les portes de la soute, à dévisser à la main 96 boulons du système d'accostage de la station Mir si on ne pouvait pas s'en détacher par télécommande. Finalement, on n'a pas eu besoin de sortir. Mais j'étais prévu sur le papier de faire partie d'un équipage en 2004, à nouveau vers Hubble,
en étant là dans le rôle inversé, justement. Et c'est l'accident de Columbia qui a mis à plat à jamais la possibilité de revoler sur une mission Hubble en faisant des sorties à l'extérieur. Donc tu aurais pu avoir l'occasion, avec ton profil. Dans mon deuxième vol ou dans mon quatrième, s'il n'y avait pas eu l'accident de Columbia, oui. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut enchaîner sur notre deuxième partie d'émission, à part si Thomas, tu avais une dernière question. Et on se retrouve donc pour notre point Space Culture. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre métier ? Enfant, je rêvais d'aller dans l'espace. Mais comme je l'ai dit plus haut, je n'imaginais pas que cela nécessiterait d'en faire un métier ou que c'était un lieu de travail pour des professionnels. Dans ma tête de gosse, je voulais le faire juste pour le fun. Plus tard, j'ai eu la chance de bénéficier d'un concours de circonstances favorables, être dans le bon pays, au bon moment, pour candidater au métier d'astronaute avec un bon bagage académique, un dossier médical favorable et un peu de chance à la fin pour faire partie des finalistes sélectionnés. Parce que je rappelle qu'il y a toujours, à la fin d'un processus de sélection, plus de candidats déclarés bons pour le job qu'il n'y a de place. Il y a tant de personnes qui aimeraient exercer ce métier, mais qui ne sont pas nées au bon endroit, qui ne sont pas dans la tranche d'âge demandée au bon moment, ou qui ont des problèmes médicaux. Quelqu'un qui rêve depuis son enfance d'être astronaute n'a pas la garantie d'y arriver, même s'il réunit toutes les conditions pour cela. Le facteur chance intervient toujours. Pour ma part, moi qui suis un fanat de l'espace et des techniques spatiales, je suis astronauticien, comme on dit, ingénieur en astronautique. Je suis astronauticien dans l'âme. Je me suis totalement réalisé en tant qu'être humain en ce qui concerne mon parcours professionnel et mon métier. Si je devais en faire un bilan, ce serait que je ne regrette rien. Si j'avais à recommencer, je referais exactement la même chose. Mais ce n'est pas parce que je me suis épanoui avec ce métier fantastique que je le conseille à toute personne avec la garantie qu'il l'obtiendra. Parce que, encore une fois, pour être astronaute, il faut le vouloir. Il faut être dans un concours de circonstances favorables, mais à la fin, il faut de la chance. Et nous vous revoici donc après cette lecture d'un passage du livre Entretien avec un astronaute, en l'occurrence l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui a donc lu une de ses réponses et un livre qui était écrit ou coécrit par Franck Lehaut. Un livre qui est très intéressant et que je conseille donc à toutes et tous pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la vie d'un astronaute et aussi à l'avis d'un astronaute sur toutes les questions spatiales et liées notamment aux questions liées à notre planète. Moi je trouve, en tout cas je l'ai perçu comme quelque chose de relativement intime dans la vie d'un astronaute, ce que je trouve être un très bon moyen de répondre aux grandes questions qu'on se pose, un petit peu à la fois soit naïve, soit un petit peu curieuse sur la manière dont un astronaute vit sa sélection, vit sa formation et vit sa carrière et son après-carrière. Comment cette idée, on te pose la question à toi Jean-François dans un premier temps, plus tard dans la journée on pourra la poser à Franck, l'auteur de ce livre aussi, comment l'idée de faire cet entretien, qui deviendra donc un livre, t'est venue? En fait, l'idée m'est venue par Franck. Franck Lehaut, c'est un très bon ami de longue date, médecin urgentiste, instructeur de l'apesanteur, personnel navigant de sécurité, médecin navigant et passionné d'espace. Et donc, avec Franck, on a déjà participé à l'écriture de plusieurs ouvrages. Un piloté par Franck justement sur les vols suborbitaux, un autre qu'on a fait tous les deux sur l'histoire des vols habités sous forme d'almanach, donc c'est un livre dont Franck pourra parler. Et Franck me dit, écoute, à chaque fois que je t'écoute dans tes conférences, il y a toujours des choses nouvelles que j'apprends et je ne cesse de découvrir des choses sur toi, sur ton parcours, et j'aimerais bien faire un livre où tu réponds à toutes les questions que j'aurais aimé trouver dans un livre sur ma table de chevet quand j'étais jeune, à propos de la vie d'un astronaute dans son métier et aussi dans ses réflexions que lui inspire son métier sur les questions de société du quotidien. Et Franck a été très fort parce que il a rédigé de façon structurée plus de 150 questions. Il a même terminé par m'extirper, ce que j'aurais jamais imaginé faire, mon avis sur le sens de l'existence et sur le sens de mon existence. C'est des choses assez intimes, j'aurais jamais pensé mettre ça publiquement dans un livre. On peut en parler entre amis très proches ou dans la famille, mais voilà, j'ai confiance totale en Franck et il a proposé ses questions avec bienveillance et finalement ça m'a aidé moi-même à me situer.
Parce qu'il y a des questions sur lesquelles j'avais un avis, mais je n'avais pas forcément creusé, ou je ne m'étais pas forcément dit je préfère vraiment ça plutôt que ça. Mais le fait que Franck me pose les questions, ça me force à générer les questions venant du profond de moi-même. Donc ce sont des réponses très sincères et je pense qui permettent de savoir qui je suis. Voilà, qui je suis en tant qu'astronaute, mais qui je suis aussi en tant qu'être humain, qui est devenu astronaute par volonté et par chance, et qui en est déduit certaines règles de vie. Quand on est astronaute, on est formaté à être problem solver. Et les problèmes, c'est la norme. On est habitué au changement. Donc, quand on est astronaute, on est habitué que dans sa vie tout court, il y ait constamment des changements ou qu'il y ait des problèmes à résoudre. Donc, moi, une des leçons que je donne souvent, c'est que vous savez, quand tout va bien, la santé, le boulot, les copains, tout ça, on aime bien se convaincre que pourvu que tout reste comme ça, parce que tout va bien. On est bien payé, on s'entend bien avec ses collègues, on a des bons copains, on est en bonne santé. Mais c'est impossible que les choses restent toujours pareilles. C'est dans les lois fondamentales de l'univers. Et ça, on s'en rend compte quand on est astronaute, parce qu'on se rend compte qu'une mission a beau être détaillée, préparée à l'avance, méticuleusement, ça ne se passe jamais comme prévu. Et même au cours d'une carrière, il y a des choses qui changent. On est affecté à un autre vol que celui qui était prévu initialement. On change de vaisseau spatial, voilà. On tombe malade et on est retiré d'un vol, puis on revient plus tard. Voilà. Donc, voilà, ce livre maintenant existe. Franck n'est plus un gamin, mais grâce à Franck, je me suis découvert plus profondément que je ne le pensais moi-même, de moi-même. J'ai découvert des choses sur moi-même. Et puis surtout, je pense avoir répondu à toutes les questions, c'était le but du livre au départ de Franck, toutes les questions qu'on peut avoir envie de poser à un astronaute. Voilà, c'est le but de ce livre. Alors moi déjà, merci beaucoup pour ces ouvrages que vous avez coécrits avec Franck, parce que nous qui sommes fascinés par le monde du spatial, c'est d'excellents ouvrages, mais surtout, cet entretien avec un astronaute a permis de démystifier un petit peu le mythe de l'astronaute comme il est construit par les films de science-fiction, par la télé, par les actualités, et de recréer un petit peu un mythe de l'astronaute plus humain, plus proche, qu'on comprend et qu'on connaît mieux. Et alors, moi, j'aurais une question pour toi, Jean-François, suite à ces plus de 150 questions auxquelles tu as répondu. Si aujourd'hui, tu devais adresser une question à cette nouvelle génération d'astronautes, qu'est-ce que tu aimerais leur demander ? Qu'est-ce que tu aimerais demander à une ou un astronaute qui partirait dans l'espace demain ou qui en reviendrait ? Une question classique qu'on pose aussi à moi, c'est demain, on te donne le choix entre aller t'installer pendant 1 mois sur la Lune ou partir 2 ans et demi en mission vers Mars, sans possibilité de retour à tout moment. Une fois parti, c'est parti pour plus de 2 ans, tu choisis quoi ? Ou alors une autre question que je me suis posée à moi-même, et pour laquelle je n'ai pas la réponse, c'est, je me mets à la place d'un astronaute qui part vers Mars. Pour la première fois, le premier équipage, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains, ceux qui partiront vers Mars pour la première fois, ne verront plus la Terre. Au bout d'un moment, ils ne verront plus la Terre. Ils regarderont du côté où il y a le soleil. Il y aura le soleil et le noir vide. Et de l'autre côté, ce sera aussi noir, sauf s'ils éteignent toutes les lumières de leur cockpit, en étant sûr qu'il n'y ait aucune lumière parasite du soleil qui arrive. Et ce sera tapissé d'étoiles, qui ne scintillent pas. C'est les étoiles de notre galaxie. Mais on ne verra plus la Terre. On ne pourra plus converser, tenir une conversation en temps réel avec la Terre. Et pire que tout, auquel ne pensent pas les non-astronautes, mais c'est quelque chose en tant qu'astronaute auquel je suis sensible, il n'y a pas de scénario de retour d'urgence immédiat. Depuis le vol de Gagarine, il y a 63 ans, dans toutes les missions spatiales, y compris Apollo vers la Lune, il y a la façon de procéder pour revenir le plus tôt possible sur Terre. Depuis l'orbite basse, c'est une histoire d'heures. Depuis la Lune, c'est une histoire de 2-3 jours. Ceux qui partiront vers Mars partiront, quoi qu'il arrive, pour des mois et des mois. Donc, comment se préparer à ça ? Comment définir les critères médicaux, physiologiques, psychologiques, qui vont permettre de trouver des personnes qui sont bien câblées au sens neurologique, mais aussi au sens physiologique et intellectuel, pour ce genre de mission. Donc il faut aller chercher, je pense, dans ceux qui sont allés faire des hivernages en Antarctique, c'est un peu comparable. Et ça, c'est des questions que j'ai sur les nouvelles générations, parce que les nouvelles générations vont vivre à nouveau des missions spatiales lointaines. Et dans le cas de Mars, de très très longue durée.
Donc la question que j'ai envie de leur poser, c'est une question concernant ce genre de mission. Parce qu'ils ne ressembleront pas aux astronautes d'aujourd'hui, qui sont en orbite basse, qui vivent chez eux pendant l'entraînement et qui restent, peut-être quelques mois. C'est vrai, c'est long, 6 mois dans l'espace, parfois 1 an. Mais la Terre, ils la voient tout le temps. Ils parlent tous les jours par le web phone à leur famille ou par Skype à volonté. Mais Mars, c'est différent. Et puis, moi, la question qui m'intéresse le plus et à laquelle je pense que les astronautes vont contribuer, c'est est-ce que la vie a existé ailleurs ? Et le premier endroit intéressant à chercher, on ne trouvera peut-être pas, c'est Mars. D'ailleurs, les missions automatiques d'aujourd'hui, elles cherchent la réponse à cette question. Et moi, j'aimerais bien que, avant la fin de mon existence, il y ait un début de commencement de réponse à cette question. Est-ce que la vie a pu exister ailleurs ? Pour moi, ce serait énorme de savoir. Alors, malheureusement, on ne pourra jamais démontrer qu'il n'y en a jamais eu. Et si on ne trouve jamais, on ne pourra pas démontrer non plus qu'il y en a eu. Mais c'est quand même... les nouveaux astronautes, ils ont tout un avenir devant eux et je leur donnerai mon bouquin à lire. Et si justement vous voulez en apprendre plus sur ces questions que se pose un astronaute et qu'on peut lui poser et ses avis sur diverses questions. D'ailleurs, ta question m'amène à une nouvelle que j'ai écrite récemment, qui est sortie dans un livre qui s'appelle « Les nouvelles lettres persanes », dans lequel on a demandé à des personnalités et plusieurs des grands écrivains ou écrivaines, donc moi je me sentais tout petit, d'imaginer une lettre persane, à la façon d'Ouzbek Erika, qui envoyait des lettres de leur voyage. Et donc, je me suis imaginé membre d'équipage de la première expédition habitée vers Mars, et j'écrivais une lettre à Carl Sagan. Et peut-être que c'est dans cette nouvelle qu'il y a exactement la question que je pourrais poser aussi aux astronautes des futures générations. Donc tu nous teases un nouvel ouvrage qui est déjà sorti ? Oui. D'accord. Les nouvelles lettres persanes. Les nouvelles lettres persanes qui s'ajoutent donc chez Ouzbek Erika, les éditions Ouzbek Erika. D'accord. Qui s'ajoutent donc aux entretiens avec un astronaute, co-écrit disons par Franck Lehaut et Jean-François Clairvoy. Pour terminer cette émission ensemble, on souhaitait également parler de tes activités actuelles. Donc on a appelé ça de la navette Atlantis, qui a été la première navette sur laquelle tu as voyagé, à l'A310 0G, qui est donc, on le rappelle, mais pour ceux qui ont écouté le portrait le savent peut-être un petit peu, être un avion Airbus qui a été très légèrement modifié et qui fait ce qu'on appelle des vols paraboliques, qui lui permettent, en montant en altitude très fort et d'un coup en arrondissant sa courbe pour après redescendre, de simuler, ou en tout cas de percevoir. Ne dites jamais simuler. On dit de vivre, d'expérimenter. C'est la vraie apesanteur. C'est ça, c'est la première question que je voulais te poser, donc très bien que tu réagisses comme ça, qui donc permettent de vivre cette apesanteur. Et la question que je me posais, mais tu y réponds déjà, est-ce que c'est réellement, pour quelqu'un qui l'a vécu, est-ce que c'est réellement la même sensation que l'apesanteur qu'on vit en orbite, au-delà de la durée? Alors pour répondre à ta question, il faudrait répondre d'abord, expliquer ce qu'est l'apesanteur ou impesanteur. C'est la même chose, c'est l'absence de pesanteur. Si on convient entre nous que pesanteur, c'est la sensation de poids, et on ne l'a que parce qu'un obstacle nous empêche de tomber, on a la sensation que l'on pèse quelque chose quand on est assis ou quand on est debout, parce qu'on sent une pression sous nos fesses, assis sur la chaise, ou sous nos pieds qui pressent sur le sol, parce qu'un obstacle nous empêche de tomber. Un ou apesanteur, c'est le ressenti lorsqu'on est en pure chute libre, soumis à la seule gravité. C'est pas l'absence de gravité, c'est lorsqu'il ne reste plus que ça comme force qui s'applique à votre corps. Pure chute libre. Pas d'air pour freiner, c'est pour ça qu'on va vite dans le vide. Quand on va dans l'espace, le rôle de toutes les fusées, c'est vite traverser l'atmosphère. Ça prend 2 minutes, après on accélère horizontalement pour se mettre sur une trajectoire de chute libre qui manque la Terre, qui se referme sur elle-même. Voilà. Si on était un peu plus lent, on retomberait dans l'atmosphère. Donc l'impesanteur, c'est une pure chute libre. Si tu sautes pieds joints, là, dans mon bureau, là, à Novespace, le temps où tes pieds ont décollé du sol, tu es dans le même état d'impesanteur, au sens des lois de la physique, que les astronautes dans l'espace. Et un avion qui fait des vols paraboliques, c'est un avion que l'on jette en l'air. Donc avec plein gaz, il cabre la trajectoire, plein gaz pour avoir le maximum d'élan vers le haut. Et à un moment donné, par un pilotage particulier de la poussée des moteurs et sur le manche de pilotage, on arrive à faire suivre la même trajectoire qu'aurait l'avion dans le vide à ce moment-là, si on enlevait l'atmosphère. On arrive à faire en quelque sorte, que la somme des forces aérodynamiques qui s'appliquent sur l'avion
qui existe toujours parce que l'air est toujours là, la somme fait 0. Et l'avion n'est plus soumis qu'à son poids en termes de loi de la physique. Somme des forces appliquées à l'avion, la portance s'annule, la traînée s'annule avec la poussée des moteurs, il reste que le poids. Et lorsqu'il ne reste que le poids, il est en pure chute libre. Donc l'avion, réellement, au sens mathématique, décrit un arc d'orbite elliptique terrestre dont une partie traverse la Terre, ne contourne pas à l'extérieur de la Terre. Or, on démontre en physique que tant qu'on est à l'extérieur d'une sphère qui crée un champ gravitationnel, le champ gravitationnel, la force d'attraction, la gravité, le poids, est le même quelle que soit la taille de la sphère. Donc tant qu'on est à l'extérieur de la Terre, la force qu'on subit quand on est dans l'avion, la force d'attraction gravitationnelle terrestre, est la même que si la Terre était réduite en son point. Donc on peut virtuellement imaginer une orbite elliptique, très aplatie, qui passe derrière le centre Terre et qui ressort de la Terre le temps où l'avion peut la suivre parce qu'on est dans les gammes de vitesse et d'altitude compatibles pour un avion Airbus. Voilà, donc quand on est dans l'Airbus, en vol 0G, comme on dit, en vol parabolique, on est dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans la station spatiale. Ça dure que 22 secondes à la fois. Dès qu'on touche les parois, l'avion, comme il a quand même on n'arrive pas à annuler parfaitement exactement les forces de turbulence ou de l'air sur l'avion, eh bien, on est plutôt en centigravité. On ressent 0,01 G. C'est quasiment rien. Mais si vous flottez au milieu de la cabine sans rien toucher, c'est vraiment la même chose. Vraiment la même chose. Et alors, du coup, on connaît l'apport scientifique, on va dire, qu'ont eu les navettes spatiales, ce qu'elles ont permis, ce qu'elles ont amené. Est-ce que tu peux nous expliquer à ceux qui nous écoutent, quel est l'apport scientifique concret qu'ont les vols 0G ? Dans le domaine de la science, dans toutes les disciplines, il y a des choses intéressantes à faire en apesanteur pour lesquelles une courte durée suffit. En chimie, en biologie, en physiologie animale, végétale, humaine, en physique des particules, en physique des fluides, physique de combustion, il y a des phénomènes pour lesquels la constante de temps, c'est-à-dire la constante durant laquelle le phénomène se manifeste, est de quelques secondes, parfois un peu plus, 10, 15 secondes. Donc 22 secondes d'apesanteur d'un coup, une tranche de 22 secondes, suffit pour ces expériences. Il y a des expériences qui ont besoin de la longue durée, donc on les envoie dans l'espace. Mais, encore une fois, les mêmes disciplines, les mêmes laboratoires qui travaillent sur des expériences qui ont besoin d'apesanteur dans l'ISS ont des choses intéressantes pour lesquelles 22 secondes d'apesanteur. Il y a même des expériences qui observent des phénomènes qui durent 3-4 secondes. Il leur faut 3-4 secondes d'apesanteur. Donc au cours d'une même parabole de 22 secondes, ils font 3 ou 4 fois l'expérience. Donc je dirais que 80% des expériences qu'on embarque dans notre avion, qui est un laboratoire de recherche, tu as bien fait de le rappeler, à peu près 80% des expériences sont des expériences qui n'ont pas besoin d'accéder à l'apesanteur dans l'espace sur la longue durée, parce que l'accès à notre avion suffit pour produire des résultats scientifiques donnant des publications dans les Science, Natural Science, dans les journaux de physique, etc. Et puis je dirais qu'il y a 20% de ce qu'on embarque dans notre avion, c'est pour valider des procédures ou du matériel qui est destiné à l'espace. Et on veut vérifier que ça marche bien en apesanteur dans notre avion d'abord parce qu'il y a des défis techniques ou technologiques. Voilà. Et important à préciser, on parle de 22 secondes en apesanteur, mais ce n'est pas un vol ne fait pas que 22 secondes. On le fait, je crois, Voilà. pour les compagnies scientifiques 30 fois. On le fait 31 fois par vol scientifique. Et pour les vols civils, c'est divisé par 2, si je dis pas de pour les bêtises. vols publics, les vols civils, les vols ouverts au public, pas forcément chercheurs, l'avion est vide. Donc les passagers sont leur propre expérience avec leur corps. C'est 15 à 16 paraboles. En moyenne, c'est de l'ordre de 15 paraboles. Avec la différence des vols scientifiques, c'est que systématiquement sur les vols publics, on les amène à l'apesanteur progressivement. C'est-à-dire que la première parabole, c'est une parabole à gravité martienne. On recrée dans la cabine le champ gravitationnel identique à celui qui règne à la surface de Mars, sans aucun accessoire. Tu es debout dans l'avion
et tu sens que tu es debout, tu pèses, mais tu presses moins fort que sur Terre parce que c'est à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers. Et après, on fait, donc c'est 35 secondes. Après, on fait 2 paraboles de presque 30 secondes chacune de gravité lunaire, donc ça fait cumuler presque 1 minute, où on ressent comme si on était debout sur la Lune. Et après, on rentre dans la pesanteur. Mais dès la gravité martienne, le fait de se sentir plus léger, tous les passagers, quel que soit leur âge, leur origine sociale, leur travail, etc., ils tombent en cours de récréation d'école primaire. C'est waouh, ils s'exclament comme des gamins. C'est impressionnant. Et alors, du coup, tu as volé dans des conditions extrêmes avec d'autres astronautes, avec qui ont subi le même entraînement que toi, qui est extrêmement important, hein, plus d'1 an, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois où tu as partagé un vol avec des civils, avec des gens du quotidien, comme Simon, comme moi, qui n'avaient jamais expérimenté cette sensation? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que un bond en avant, une nouvelle ère scientifique, quelque chose de beaucoup plus pragmatique? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, écoutez, un des bonheurs les plus universels, c'est de rendre des gens heureux. Quand vous créez du bonheur chez l'autre, ça peut être le cas d'un médecin qui guérit un patient qui finit par ne plus souffrir. Et c'est pour ça que quand j'étais adolescent, c'est le métier que je pensais faire. J'admirais mon parrain qui était cardiologue, qui réparait les gens. Et je trouvais que c'était le plus beau métier du monde, et je le crois toujours d'ailleurs. Euh, vous voyez leurs bananes à ces gens-là dans l'avion. Ben, vous êtes content pour eux. Et donc vous êtes content parce que vous avez communiqué du bonheur. Voilà. Et d'ailleurs, après le vol, ils s'éclatent tous. Ils deviennent comme des gamins. Ils ne se connaissaient pas la veille du vol. Mais après, ils échangent leur téléphone, leurs adresses e-mail. Et puis, et toi, tu as ressenti comme ça. Et moi, regarde. Ça devient voilà, c'est une façon de retourner en enfance tout en découvrant ce qu'est la vraie apesanteur, en découvrant ce qu'est cet avion, un laboratoire de recherche, et en ayant quelque part une satisfaction qui compte. C'est quand on leur explique qu'un tiers du billet qu'ils payent, c'est la marge nette financière, est reversée aux agences spatiales pour financer plus de recherche, ils se disent on a contribué à la recherche tout en se faisant plaisir. Donc voilà, tout du bonus. Et comme tu le disais, et c'est très vrai, même si on n'a pas eu la chance encore peut-être de le vivre, mais toutes les personnes qui vivent ça ont un lien qui se crée entre elles parce que toute personne qui vit l'impesanteur explique que c'est un sentiment, une sensation indescriptible. C'est impossible. Beaucoup de vidéastes sur YouTube, sur d'autres plateformes ont fait des vidéos de leur expérience et ont fini par dire pendant 1 heure, j'ai essayé de vous montrer ce que j'ai vécu, mais c'est impossible à décrire. La sensation de ne plus sentir sa tête, de ne plus savoir où est le haut, où est le bas. Il y a un passager qui expliquait une fois, à qui on posait la question, il disait mais comment vous pourriez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat de sa vie ce que c'est le plaisir de manger du chocolat? Il faut essayer. Je veux dire, on ne peut pas l'inventer, quoi. Et c'est vrai que décrire le ressenti, c'est très difficile. Donc moi, j'essaie de dire aux gens, imaginez que votre poids, c'est quelque chose qui est en vous, comme une grosse cargaison, et puis vous ouvrez un robinet sur le côté et il s'échappe. Et à un moment donné, vous ne sentez plus que vous pesez quoi que ce soit. Vous n'êtes plus massique. Vous ne ressentez plus votre poids. Et quand ça dure, c'est le cas dans l'espace, vous oubliez même que vous avez un corps. Vous finissez par oublier que vous avez un corps. Sauf si vous le regardez et que vous voyez, tiens, j'ai des jambes, j'avais oublié. Mais si vous regardez dehors par le hublot, en flottant, sans rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, vous êtes juste une conscience flottante. Et c'est très bizarre. Mais déjà, dans l'avion où ça dure 22 secondes à la fois, dès la première parabole, alors déjà, la parabole martienne, les gens se disent, mais c'est magique. Ça a l'air magique. C'est de la sorcellerie, quoi. Mais l'apesanteur, c'est incroyable. Mais juste une. Même une, ça leur suffirait pour être heureux. Mais après Franck Lehaut et notre lead, notre chef instructeur, il a réfléchi à toutes les activités qui peuvent ajouter à ce bonheur pour être sûr qu'après, les gens ne partent pas en disant « Ah, j'ai oublié d'essayer ça, j'ai oublié la chauve-souris, j'ai oublié de faire Superman, j'ai oublié... » Donc on a tout un programme qui leur permet d'avoir tout essayé. Et moi, ça sera ma dernière question. Est-ce que, même si j'en aurais 1000 autres à te poser, mais il faut qu'on tienne notre timing, est-ce que selon toi, les vols paraboliques dont on parle depuis tout à l'heure vont être amenés à se démocratiser encore plus à l'avenir? Déjà, ils le sont depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, mais est-ce que cette accessibilité pour le grand public, si on peut dire, va continuer de s'accroître? Alors, les vols paraboliques, à ce jour, coûtent cher, parce que l'avion qui fait des vols paraboliques
ne peut pas être autorisé aujourd'hui, avec la réglementation de l'aviation civile actuelle, ne peut pas être autorisé en même temps à faire du transport public de passagers de point A à point B. Donc notre avion, il vole peu. Il fait maximum une 30aine de vols par an, dont 6 à 8 publics, qui sont des vols qu'on faisait avant à vide, ne serait-ce que pour entraîner les pilotes. Et maintenant, c'est ces vols d'entraînement des pilotes. Parce que pour que le niveau d'apesanteur soit le meilleur possible dans les vols scientifiques, il faut que les pilotes pratiquent avant chaque campagne. Et avant, ils pratiquaient à vide. Donc maintenant, c'est une démarche qui m'a pris 3-4 ans avec l'aviation civile pour obtenir les autorisations. Je remplis ces vols d'entraînement avec des personnes qui payent. Ça permet de réduire les coûts fixes. Donc démocratiser, ça voudrait dire augmenter un peu les vols, mais nous, on veut réserver le potentiel de l'avion pour la recherche. Et aujourd'hui, il n'y a pas un marché suffisant pour justifier d'acheter un avion qui fait que ça tous les jours. Même les Américains, leur avion a été plusieurs fois, leur société a été plusieurs fois en faillite. Donc c'est, en tout cas, démocratiser, on peut l'interpréter de deux sens, cette question. Quasiment tout le monde peut physiquement supporter un vol parabolique. Il ne faut pas avoir de maladies sérieuses, cardiaques ou respiratoires. Pour le reste, la grande majorité, on a eu des jeunes de 13 ans, on a eu Charlie Duke qui a marché sur la Lune, qui est venu fêter dans notre avion ses 84 ans, aucun problème. Voilà. Donc tout le monde potentiellement peut le faire, mais ça reste cher. C'est toujours de l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc c'est pas démocratique. Je veux dire, on parle pas de démocratisation dans le sens où et tout le monde et toutes les bourses. Donc c'est pas vraiment toutes les bourses, mais c'est tout le monde. Donc c'est à moitié démocratisé. Et pour compléter ta question, on peut aussi penser la démocratisation grâce à un programme du CNES qui, via son service éducation jeunesse, permet à des lycéens et des débuts d'université, si je ne dis pas de bêtises, de proposer justement des expériences à leur niveau et de venir de concourir pour proposer donc ces expériences à mener dans l'avion R0G. Et certains sont sélectionnés et certaines tous les ans pour venir eux voler n'ont avec pas à vous. payer. C'est ça. Mais c'est vrai que cette opportunité pour des étudiants, elle est limitée en nombre. Donc c'est pas tous les étudiants qui auraient envie de le faire qui pourront le faire parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de vols. Mais potentiellement oui. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui fait de la recherche médicale, qui a besoin de cobayes. Et donc là, vous pouvez lui demander de faire partie de son pool de cobayes. Vous pouvez attendre 10 ans, mais peut-être que ça arrivera un jour. Voilà. Mais en tout cas, démocratisation dans le sens où est-ce que c'est potentiellement ouvert à tout le monde, physiologiquement parlant? Oui. Maintenant, est-ce que tout le monde pourra le faire une fois dans sa vie? Probablement non, parce qu'il n'y a pas assez de vols, il n'y a pas assez de place. Et du coup, tu l'as dit, tu l'as évoqué, mais je trouve que c'est très important de le rappeler parce que finalement, les gens qui connaissent le vol 0G, ils connaissent ces histoires de vol parabolique. Ils s'imaginent tout de suite, quand on parle d'ouverture au civil, ce terme qui aujourd'hui est très clivant, le terme de tourisme spatial. Mais comme tu l'as évoqué, est-ce que tu peux nous développer rapidement cette notion que le fait d'ouvrir des vols au civil permet de rentabiliser d'une certaine manière des vols d'essai, mais permet aussi de financer la recherche. Des vols d'entraînement. Parce que le vol d'essai, on me critiquerait parce qu'on ne peut pas faire prendre des risques. Et un vol d'essai est considéré à risque. Mais voilà, les vols d'entraînement, oui. Mais des vols d'entraînement qui permettent finalement de financer davantage la recherche, de faire permettre à la recherche d'aller plus loin, parce que tu l'as dit aussi, il y a des projets de recherche qui ne nécessitent que 22 secondes parfois de vol en apesanteur, là où ils ne pourraient pas forcément aller dans l'espace, puisque la sélection est aussi extrêmement rude. Oui, tout à fait. C'est très clair. Pour nous, ouvrir au public les vols paraboliques sur ces vols d'entraînement de pilotes a l'avantage de financer une partie de la recherche, l'avantage d'engendrer des ambassadeurs de notre activité, parce qu'on explique à tous ceux qui viennent voler à quoi sert l'avion. Et ils comprennent que ce n'est pas un parc d'attractions. C'est une journée porte ouverte d'un laboratoire de recherche où on a enlevé les expériences, pour pas qu'ils les abîment, pour pas qu'ils se fassent mal, et ils sont leur propre expérience. Donc après, ils en parlent à leur famille, leurs voisins, leurs amis, leurs collègues de travail. Donc ça fait parler de recherche, d'apesanteur, de spatial. Et un avion, les gens savent ce que c'est qu'un avion. Voilà. Donc j'ai démarré ce programme sur une Caravelle en 1988, première campagne scientifique en 1989. Et après, j'ai dû partir avec bonheur rejoindre le 14e groupe d'astronautes de la NASA. Et c'est quand je suis revenu, il y a un peu moins de 20 ans, qu'on m'a proposé d'être détaché à mi-temps du bureau des astronautes de l'ESA
à la tête de ce programme que je connaissais bien puisque c'était mon bébé. Voilà. Et je suis content d'avoir pu l'ouvrir au public parce que ça permet de communiquer avec un plus grand nombre, même si ça reste un nombre limité par rapport à la population. Mais une façon d'embarquer, c'est ce que je dis aux passagers. Amenez une photo de famille, amenez une peluche de votre enfant. On le fait voler en apesanteur et il aura volé un petit peu par photo ou doudoune interposée, quoi. Et donc en parlant de ces vols 0G, au final, ta carrière, la boucle est bouclée parce que tu as quelque part commencé en partie par ça et tu y reviens aujourd'hui. Donc c'est une belle manière de faire un tour très succinct, mais certes un tour de ta carrière quand même d'astronaute. Effectivement, quand je suis parti dans l'espace pour la première fois, j'avais déjà sous la ceinture plus de 2000 ou 2500 paraboles. Donc j'étais à l'aise avec l'impesanteur. Ce qui n'était pas le cas de tous à cette époque-là. Et d'ailleurs, ça me permet de casser une idée reçue. Les gens pensent que les vols paraboliques ont pour but principal d'entraîner les astronautes. Pas du tout. Mais tout astronaute a fait au moins une fois en début de carrière un vol ou deux paraboliques pour voir ce qu'est l'impesanteur. Mais au bout d'un ou deux vols, on sait ce que c'est. D'ailleurs, nos passagers du public, entre la première parabole et la dernière du même vol, ils ont énormément augmenté leur performance en termes de contrôle de leur corps en apesanteur. Et c'est ça qui les réjouit aussi. C'est qu'ils se sont sentis astronautes d'un jour, comme j'aime les appeler. Vous êtes astronaute d'un jour quand vous êtes à bord de l'Airbus R0G. Mais on vous invite à aller voir les multiples vidéos qui existent à la fois sur la chaîne de Novespace et sur des chaînes YouTube ou autres de contenu de personnes qui découvrent l'impesanteur parce que c'est quelque chose qui est à la fois amusant et intriguant de les voir ne plus sentir leur poids, voir le visage se décomposer presque au moment où l'injection leur permet de ne plus sentir leur poids. Ah oui, alors une chose qu'il faut rajouter, effectivement, on n'en a pas parlé, mais pour profiter du maximum de temps d'impesanteur, on lance l'avion en l'air. Comme ça, on a la partie d'impesanteur de la chute libre montante, comme quand vous lancez une balle vers le haut. L'impesanteur, elle commence par un mouvement ascendant. Parce que le mot chute, c'est souvent, on pense vers le bas, donc beaucoup de gens pensent qu'on est en apesanteur que dans la partie descendante, mais on l'est aussi dans la partie montante. Mais pour ça, il faut cabrer la trajectoire, pendant laquelle on recrée dans l'avion une accélération plus forte que dans n'importe quelle fusée au décollage réel d'astronautes professionnels. 1,8 G, alors que le maximum de décollage de vol habité à ce jour, c'est la navette spatiale, c'est 1,5 G au décollage. Donc je peux dire aux personnes, avant l'apesanteur, allongez-vous, fermez les yeux, dites-vous que vous êtes dans une capsule au sommet d'une fusée, c'est la même chose, vous vous ressentez pressé sur votre siège. Comme quoi l'entraînement d'un astronaute peut passer aussi par le fait d'être allongé sur le sol d'un avion. En tout cas, merci beaucoup Jean-François, c'est quelque chose que je te dis, je pense que Thomas te passera également cette parole, mais merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir durant une heure raconté un petit peu différentes histoires que tu as pu vivre dans ta carrière d'astronaute et dans ta carrière actuelle aussi. C'est une fierté et très honnêtement, sincèrement un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Ça nous marquera pour longtemps je pense et on espère pouvoir continuer à t'écouter dans différentes conférences ou différentes activités, qu'elles soient spatiales ou non. Et je passe la parole à mon cher Thomas pour clôturer cette émission et j'espère à très bientôt. Oui, merci beaucoup Jean-François, parce que au-delà des premiers livres qu'on avait écoutés, des premiers podcasts ou conférences qu'on avait pu suivre à distance, c'est un petit peu rencontrer, toucher du doigt les mythes qu'on a pu suivre depuis notre enfance, depuis que la passion du spatial est née chez Simon et moi-même. Donc je regarde Simon et je vois en miroir mes yeux qui sont pleins d'étoiles, parce que je vois aussi les siens qui en sont remplis. Donc voilà, la magie est toujours là, elle est même augmentée grâce à nos échanges, et je t'en remercie parce qu'on sent aussi que tu as cette volonté, cette capacité de vulgarisation. On sent que tu transmets depuis de nombreuses années au public, qu'il soit scolaire, adulte ou autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi, et qui du coup nous rend encore plus fiers de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et comme l'a dit Simon, c'est un grand honneur, donc merci beaucoup. Mais c'est aussi un honneur pour moi, Simon et Thomas, et bravo pour ce que vous faites. Bravo pour le temps que vous consacrez bénévolement à transmettre ce savoir, ces expériences qui permettent de donner un peu d'étoiles à tous ceux qui vous écoutent et ceux qui écoutent. Et donc, je vous souhaite de continuer comme ça. Et bravo et merci encore. C'est un honneur pour moi aussi d'avoir été reçu par votre équipe. Écoute, ça nous touche beaucoup. Comment mieux conclure ce podcast? Je ne vais pas en dire plus. Je vous invite à aller écouter le portrait de Jean-François si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à écouter, bien sûr, à aller lire Entretien avec un astronaute et également les nouvelles lettres persanes qui sont aux éditions Ouzbek Erika, et à attendre le portrait qui viendra très bientôt de Franck Lehaut, qui est donc le co-auteur de ce livre. Je vous invite également à continuer à écouter des podcasts sur Good Morning Toulouse et on se dit à très bientôt.